Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 26 avril. À la une de l'actualité, représentant l'Algérie, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part à Ankara un séminaire à l'occasion du 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de Turquie. La rencontre se tiendra jusqu'au 28 avril. Le général de corps d'armée Saïd Chenghilhaj, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au siège de commandement de la 8e division blindée en 2e région militaire, où il a mis l'accent sur la sacralité de la préservation de la mémoire nationale. Nous l'écouterons tout à l'heure. Mise en service d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 10 000 mètres cubes. Une autre est attendue pour juillet prochain. Ces structures viennent renforcer l'alimentation en eau potable dans la capitale. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil, salue les mesures annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale. Ces mesures constituent une feuille de route et une nouvelle philosophie d'action courageuse et basée sur une volonté inébranlable. Le bureau du Conseil met l'accent sur l'impérieuse nécessité d'intensifier la coordination et la complémentarité institutionnelle, notamment en cette période marquée par une bataille économique imposée par les mutations que vit le monde à plus d'un niveau. Une situation aggravée par les graves implications et répercussions induites par la pandémie de coronavirus et qui a eu des conséquences sur notre pays. Le bureau rappelle les mesures courageuses prises et dont la résultante a été la création de milliers de postes d'emploi, la relance de centaines de projets d'investissement gelés, ainsi que les conséquences positives de l'introduction de l'allocation chômage et ses implications sur les bénéficiaires, dans un cadre paternel entre le président de la République et le peuple, qui est à même de renforcer la confiance du peuple en les institutions de l'État. Le bureau politique du Conseil de la Nation considère ces mesures comme étant le couronnement et la concrétisation effective des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Représentant l'Algérie et le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part à Ankara, un séminaire organisé à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de Turquie. La rencontre, qui se tiendra jusqu'au 28 du mois en cours, se penche sur le rôle des instances constitutionnelles dans la protection des droits et libertés. Amel Bouarq. Lors de la séance d'ouverture, les pays participant à cette rencontre ont exposé l'expérience des cours constitutionnelles dans la protection des droits et des libertés, avec en ligne de mire l'expérience pionnière de la Turquie qui célèbre le 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle. À cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a mis en avant l'expérience de l'Algérie qui s'est dotée de cette nouvelle instance et son rôle en tant qu'épine dorsale de l'état de droit, conformément aux réformes engagées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En tant que premier président de la Cour constitutionnelle algérienne installée, depuis 6 mois, cette instance est considérée comme un pilier fondamental des réformes politiques profondes engagées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dès son élection. Omar Belhadj a mis l'accent sur le rôle primordial de cette instance dans l'édification des institutions et la consécration de l'état de droit à la faveur des nouvelles dispositions de la Constitution de 2020. Le processus d'édification institutionnelle a à sa tête l'installation de la Cour constitutionnelle à laquelle le président de la République accorde une grande importance, s'inscrit dans le sillage de la consolidation de l'état de droit et ce à travers l'approfondissement des réformes politiques engagées pour une Algérie nouvelle par le président de la République. La Cour constitutionnelle algérienne se veut ainsi un nouveau jalon dans l'édification institutionnelle de l'Algérie et le renforcement de la pratique démocratique. Saluant la qualité des relations algéro-turques, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a souligné la volonté politique des deux pays de consolider la coopération bilatérale dans ce domaine.
Dans la dynamique de ses visites aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée, Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au siège du commandement de la 8e division blindée en 2e région militaire. Yasmine Massaoudi. À l'entame et après la cérémonie d'accueil par le général-major Jamal Hadj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 8e division blindée. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la région, au début de laquelle il a assuré que la mémoire nationale est le cœur battant de la nation, l'artère qui nourrit son présent et son avenir, et le phare qui éclaire les différentes générations successives. ونحن نستعد للاحتفال بإحدى أعز المناسبات على قلوبنا وأقدسها. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer un événement des plus sacrés et des plus chers à nos cœurs, à savoir le 60e anniversaire du recouvrement de notre souveraineté nationale du colonisateur abject, il nous incombe de toujours garder en mémoire les héros de l'Algérie qui ont été fidèles à la patrie et ont donné leur vie pour qu'elle soit indépendante, après une grande révolution, grâce à laquelle le peuple algérien s'est délivré d'une longue nuit coloniale. Ce fut une indépendance payée au prix fort par d'immenses caravanes de nos valeureux martyrs qui ont fait le sacrifice ultime pour l'affranchissement, la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale. Nous devons également être toujours conscients que la mémoire nationale est le cœur battant de la nation, l'artère qui nourrit son présent et son avenir, et le phare qui guide les générations successives sur la voie de l'édification d'un pays fort, sûr et prospère, inspiré par les valeurs de nos preux ancêtres, faites de loyauté, d'héroïsme et de sacrifice. المرصعة بأسمى معاني الوفاء والبطولة والتضحية. Le général de corps d'armée a souligné que la sauvegarde de notre mémoire nationale est un devoir sacré et une immense responsabilité qui appartient à tous, rappelant que le rôle du citoyen face aux différentes menaces n'est pas moins important que celui des unités de l'armée nationale populaire sur le terrain. Sauvegarder notre mémoire nationale, riche en gloires éternelles et puisée dans ses nobles valeurs et immuables principes, sont un devoir sacré et une immense responsabilité qui nous appartient à tous, tel que l'a souvent souligné le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Notre mémoire, que nous n'abandonnerons jamais, est la source intarissable à laquelle nous puisons pour relever les défis, quelle que soit leur nature et origine, pour renforcer les fondements de notre force et de l'unité de notre nation. الذي نستمد منه بواعث قوتنا ووحدة أمتنا وفي هذا الصدد. À ce titre, le rôle du citoyen qui fait preuve de conscience et de patriotisme face aux différentes menaces n'est pas moins important que celui qui incombe à nos vaillantes unités sur le terrain. De ce fait,
Il lui revient aujourd'hui, bien plus que dans le passé, de faire preuve de discernement et de contribuer avec son grand sens patriotique à la préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays, afin de déjouer toutes les tentatives des ennemis de la nation. Cette nation pour laquelle des millions de shuhada se sont sacrifiés tout au long de sa grande histoire. كل محاولة إعداء الوطن الذي ضحى من أجله الملايين من الشهداء عبر تاريخه الطويل. À la fin de la rencontre, le général de corps d'armée a donné un ensemble d'orientations et de consignes aux cadres et personnels de la région qui s'inscrivent en somme dans le cadre du rehaussement du degré de vigilance et de la sécurisation des différentes infrastructures publiques, afin de permettre aux citoyens de célébrer la fête de l'Eid al-Fitr dans un climat de quiétude et de sérénité. C'est dans une ambiance empreinte de piété que le Moudjahid et général-major à la retraite Hassan Tafel a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Alia, Alger, en présence du général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres, bon nombre de personnalités et des membres de sa famille ainsi que des citoyens. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Ain Ghazam, en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Berrahman Ibrahim, dit Al-Wandri Ibrahim, qui avait rallié les groupes terroristes dans la région du Sahel en 2014. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de chargeurs de munitions, un poste radio ainsi qu'une quantité de munitions. Cette opération réitère l'efficience de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du pays. Cette information à présent, Saïda Benhabilas a présenté aujourd'hui sa démission de son poste en tant que présidente du Croissant Rouge algérien. Dans l'actualité, la prise en charge de centaines de malades rares, atteints de maladies rares, désormais gratuite pour les enfants. Décision du président de la République, la phénylcétonurie, une des pathologies concernées. Plus de 370 enfants atteints de cette maladie, d'un déficit immunitaire, sont recensés sur le territoire national. Samira Hadj Ammar. Des dizaines de maladies rares sont diagnostiquées chaque année et très peu de diagnostics précoces sont posés sur les enfants malades. 24 heures après sa naissance, elle a attrapé un ictère. Dès que la couleur de peau du bébé jaunit, il faut s'inquiéter et l'emmener chez le pédiatre. Cela peut être grave, il pourrait se développer en un ictère nucléaire. Les symptômes de cette maladie ne sont pas apparents à la naissance du bébé. De 6 mois à 1 année, on constate chez l'enfant un dysfonctionnement de croissance. Il ne se développe pas normalement et il a un retard. Dépistage précoce de la phénylcétonurie effectué sur le malade permettra de lui éviter ce mal. Mais dans le cas où l'enfant ingérait des aliments contre-indiqués, il risque un handicap physique et une déficience mentale. المواد هذه تاع الحميه في وفرت يعني الاحماض الامينيه هذولين نعوضوهم. Hélas, les acides aminés prescrits aux malades ne sont pas disponibles à 100%. La prise en charge est en deçà de nos espérances. Certes, beaucoup d'efforts ont été consentis. Le malade bénéficie du traitement gratuitement. Nous lui établissons un certificat médical pour confirmer la maladie, puis la prescription médicale et nous l'orientons pour les soins vers le centre de santé le plus proche de son domicile.
Plus de 370 enfants atteints de la phénylcétonurie et d'un déficit immunitaire ont été recensés sur le territoire national. Les pouvoirs publics se sont engagés à les prendre en charge en leur assurant les compléments alimentaires et le traitement médical adéquat. Ressources en eau, mise en service hier d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 10 000 mètres cubes. C'était à bateau cassé. Une autre est attendue pour juillet prochain. Son état d'avancement a atteint les 70%. Il s'agit de structures venant renforcer l'alimentation en eau potable dans la capitale. Yanis Aïd Belkacem. Nouvellement entrée en service, la station de dessalement d'eau de mer de bateau cassé traitera jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par jour et renforcera ainsi l'alimentation en eau potable dans la capitale. Cette station traitera plusieurs milliers de mètres cubes jour d'eau de mer. Une eau qui passe par plusieurs filtres pour la dessaler puis la reminéraliser avant de l'injecter dans le réseau de distribution de la CEAL. On a opté pour le dessalement. Aujourd'hui, donc, on est à pratiquement à 920 000 mètres cubes jour. Donc le dessalement représente 40%, les eaux souterraines 20% et les eaux de barrage 20%. Donc avec l'entrée en service, Inch'Allah, à la prochaine station, à Marsa ou à Corso, le dessalement passera pratiquement à 60%. Quant à l'autre nouvelle station de dessalement d'El Marsa, les travaux sont toujours en cours avec un taux d'avancement de 70%. Ce projet est pris en charge par une main-d'œuvre algérienne. Cette station aura une capacité de traitement de 60 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui renforcera considérablement l'alimentation de la capitale. En eau potable, cette station entrera en service au mois de juillet. Les travaux entrepris par Cosider sont en cours. J'espère qu'on arrivera à temps pour l'entrée en service de cette station au début du mois de juillet. Il faut savoir que la main-d'œuvre est entièrement algérienne. Nous avons ici des machines modernes et performantes manipulées par nos compétences algériennes. Ces deux stations de dessalement d'eau de mer installées dans deux sites stratégiques de la wilaya d'Alger permettront à terme de répondre en partie aux besoins en eau potable des habitants de la capitale. À l'étranger, les exactions de l'occupation marocaine sont quasi quotidiennes contre les Sahraouis. Ajoutez à cela les conditions inhumaines de détention des militants dans les prisons marocaines. Le Marzen les prive de leurs droits les plus basiques, même ceux sanitaires. Certains sont en grève de la faim à la prison centrale de Qnitara, une situation dénoncée par les organisations internationales des droits de l'homme. Yasmine Massaoudi. Mis en isolement depuis le 3 avril 2022, l'état de santé des prisonniers sahraouis Hassan Dah et Zawil Hussein ne cesse de se détériorer. En grève de la faim depuis plus de 20 jours, les deux prisonniers souffrent de douleurs au niveau des reins et de l'estomac et ont subi une perte de poids considérable, d'autant plus qu'aucune prise en charge médicale ne leur a été fournie. On leur a également interdit d'utiliser le téléphone fixe de la prison pendant une dizaine de jours. La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines a dénoncé le mauvais traitement ainsi que les mauvaises conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdayem Mezik. Les militants sahraouis incarcérés à la prison centrale de Qnitara au Maroc sont décidés à continuer de lutter, notamment à travers une grève de la faim jusqu'à obtention de tous leurs droits fondamentaux. De son côté, l'organisation non gouvernementale Amnesty International a appelé les défenseurs des droits humains à adresser une lettre au chef du gouvernement marocain demandant de mettre terme au mauvais traitement infligé aux prisonniers politiques sahraouis, à l'instar de Mohamed Lamine Hadi mis en isolement depuis 2017. L'ONG exhorte le gouvernement marocain de leur assurer en urgence des soins médicaux adéquats, un accès régulier et sans entrave aux familles et aux avocats et que les conditions de détention soient conformes aux droits et aux normes internationales. À ce propos, l'avocat du Front Polisario évoque un apartheid sanitaire. Gilles Devers dénonce la passivité des capitales occidentales devant ce drame des Sahraouis, notamment ceux de Gdayem Mezik dans les geôles marocaines. On l'écoute, il répond aux questions de Nawal Abed. Je voudrais tout d'abord dire que toutes les informations sont parfaitement connues et de tout le monde. Elles sont évidemment connues de la capitale au Maroc et de la direction du Marzen, mais elles sont aussi connues dans le camp occidental. Et je pense que personne ne peut accepter le double standard où on est capable de dénoncer certains faits dans une région du monde et que quand c'est l'ami marocain, on ne sait même pas que ces faits existent alors que tout est sur la table. Les détenus ont démarré cette grève de la faim il y a maintenant plus d'un mois.
pour protester contre les conditions de détention, c'est-à-dire essentiellement l'aspect médical. C'est l'aspect médical qui a été déclencheur. Je rappelle que les détenus ont été torturés, ce sont donc des victimes de torture et ils ont droit à des soins particuliers à ce titre. Or, ils ont protesté en disant nous sommes victimes d'une privation de soins et nous sommes victimes d'une répartition discriminatoire des soins, c'est-à-dire que c'est un apartheid sanitaire. S'ajoute deuxième condition de détention qui est l'isolement. Isolement au sein de la prison, qui est contraire à toutes les normes de droit international, vu que l'isolement, surtout sur la longue durée, est un phénomène de coupure du monde qui amène une brisure intellectuelle et morale, et il faut une force exceptionnelle aux personnes pour tenir, mais c'est également un isolement par rapport aux visites d'abord de la famille, pourquoi elles s'en sont privées, et ensuite visite de la Croix-Rouge et des grands organismes internationaux. Donc on est dans un creuset d'illégalité et si les détenus qui sont déjà en situation si difficile passent à cette grève de la faim, c'est que c'est vraiment... Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal+.